Bonjour, bonjour, cher professeur, et bienvenue à ce Stade des livres du 10 novembre 2024. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'écrivain africain. Nous avons célébré il y a quelques jours, justement, la journée internationale de l'écrivain africain. Et nous avons comme thème aujourd'hui différence ou diversité. Écrivain africain, différence ou diversité. Donc voilà ce sur quoi nous allons nous entretenir et aussi essayer d'un peu mieux renseigner les personnes qui nous suivent et qui sont avec nous à chaque événement. Bonjour professeur Pango, bonjour professeur Bosselo. Bonjour Edebi. Bonjour. D'accord, et bienvenue à ce stade de livre. Alors, professeur Pango, c'est comment du côté de Tchao le climat, déjà, est-ce que le climat est propice à la littérature ces jours-ci? Oui, il y a une vie littéraire du côté de Tchang. Il y a de temps à autre des cérémonies de dédicaces, il y a des rencontres littéraires qui se passent saisonnièrement, mais pas avec autant d'intensité que dans les grandes métropoles, tout de même. Ah, d'accord. Bon, dans tous les cas, pour avoir mené pas mal d'activités à Tchang, nous savons que la vie, ça bouge aussi beaucoup. Là-bas, il y a beaucoup de plumes. Là-bas, il y a beaucoup de jeunes critiques aussi qui s'illustrent par leur travail. Oui, ça bouge quand même beaucoup du côté de Tchang. Tout à fait. Notamment pour la jeune plume, il y a un engouement. Vous avez organisé par le passé, il y a quelques années, des ateliers. Cela a suscité des vocations auprès des jeunes et je crois que c'est en train de prendre de la graine. Ah, d'accord, ça c'est parfait. Alors, professeur Abosolo, nous nous sommes rencontrés à Bouya, nous avons réfléchi sur divers axes et maintenant c'est avec un peu de regret quand même que j'ai appris que vous êtes allé du côté de Bolova maintenant parce que Bouya c'était, vous nous avez ouvert aussi des portes, d'abord vous avez cru au projet que nous avons présenté et vous nous avez permis d'organiser justement des ateliers à l'Alliance. Vous avez permis de discuter avec des étudiants au sein de l'université aussi. Bienvenue pour ça dans ce salle de livre. Merci, c'était un grand plaisir pour moi. Je pense qu'on a été à Boya, la porte de Bolo va vous être ouverte. D'autant plus que c'est un nouveau terrain, c'est un terrain vierge qui va appeler un grand investissement du point de vue littéraire. Nous avons des étudiants, nous avons un grand public littéraire. Je crois que ce n'est pas. D'ailleurs, c'est que le dire qu'il y a quelques semaines, vous étiez de ce côté-là. Je crois qu'on célébrait un grand patriarche littéraire. Et je crois que dans Bien sûr. la même logique, il y a des jeunes gens qui commencent vraiment à s'intéresser à la chose, beaucoup plus même dans le grand public, les flammes. J'ai l'impression que la jeunesse, ça donne beaucoup plus à ce genre. Et du coup, on a du travail et on va terminer ensemble. Bien sûr, on a du travail, bien sûr. Et le mot ensemble est exactement ce qui nous permet de tenir. Parce que ça fait des années que vous deux, vous nous accompagnez, vous suivez ce qu'on fait et vous nous encouragez. Vous n'avez de cesse de nous encourager, que ce soit par des groupes WhatsApp, que ce soit par des appels, où vous êtes toujours auprès de la littérature. Et effectivement, à Ebolova, dernièrement, nous avons rencontré des jeunes personnes qui écrivent, qui produisent. On écrit de plus en plus et il n'y a plus d'un endroit indiqué où on va dire c'est ici qu'on écrit et pas de l'autre côté. Et là, ça nous permet de croire un peu plus en cette littérature-là. Et maintenant, justement, pour aller avec je vais rester avec vous pour ça, pour parler de cette journée déjà. Commençons par parler de cette journée de l'écrivain africain. Selon vous, quelle est son importance? Quelle importance revêt une journée comme celle-là, d'après votre observation? La journée de l'écrivain, faut-il le souligner? C'est déjà un événement à la fois culturel, social et même politique. Sur le plan culturel, c'est déjà l'émulation qui est célébrée
l'invention. Les écrivains de plus en plus en Afrique font preuve de beaucoup de courage et on le voit au niveau de la jeune génération. Et consacrer toute une journée en Afrique à la littérature africaine, c'est célébrer ces anciens, c'est valoriser les présents, c'est ouvrir des perspectives pour l'avenir. Sur le plan social, je pense que il est important d'intégrer la littérature dans le social, dans le vécu quotidien. Et ouvrir toute une journée comme cela marque un peu un temps d'arrêt qui va permettre à la grande société, à la société ouverte, de s'intéresser à un fait présent, un fait littéraire, au moment où on est un peu envahi par les réseaux sociaux et où on a eu l'impression, heureusement que ce n'était qu'une impression, que la littérature est délaissée au profit du téléphone et d'autres canaux de communication. Donc, du point de vue social, je pense que globalement, le public va encore intégrer la littérature, commencer à davantage à s'y intéresser. Et sur le plan politique, il y a un certain nombre. Cela donne aussi l'occasion d'attirer l'attention des dirigeants et responsables, leur dire que nous avons certes beaucoup d'enjeux, beaucoup de chantiers, mais le chantier littéraire est incontournable. Et c'est la voie, une des voies par lesquelles on peut passer pour fédérer les forces africaines. Vous voyez, dans ce que vous avez rappelé que nous faisons ensemble, nous essayons de montrer que l'Afrique littéraire est unique. C'est vrai que ça, j'en fais déjà un peu sur ce qu'on pourrait dire plus tard. L'Afrique littéraire reste, malgré la diversité, une certaine unicité qu'il faut préserver. Et je crois que braquer les caméras sur une journée entière pour célébrer la littérature africaine, c'est quelque chose de formidable qu'il faudrait encourager. Et merci beaucoup à ceux qui ont eu l'initiative et beaucoup de courage. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. D'accord, bien sûr. On reconnaît là l'importance justement de ce que cela peut revêtir et la passion justement autour de ce que vous développez avec tout ce qu'il y a comme émulation en littérature, avec toute cette effervescence qui est grandissante et tous les travaux que ça en fait. Il est vraiment important de l'intégrer dans la vie active et maintenant avoir cette journée qui marque, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. Alors, pour ce Pangop, j'aimerais vous demander à la suite du professeur, écrivain africain. Vous êtes très porté sur ces questions d'identité. Écrivain africain, qu'est-ce que cela peut, je ne veux pas dire qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela peut signifier, écrivain africain? Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de cette rencontre et dire tout le plaisir que j'ai de retrouver mon ami Martial Abosolo et de l'écouter sur ces sujets et de rappeler les moments de Boyac que vous avez vécu ensemble aussi. Ça a été souvent des moments intenses pour moi, de littérature, d'échange, de partage et de découverte. Cela dit, c'est une opportunité pour marquer un temps d'arrêt que de célébrer l'écrivain africain dans une journée qui est fixée. C'est un temps pour marquer cette identité effectivement qui fait que le public, le grand public puisse donner une marque réelle au travail littéraire qui est fait à tous ceux qui s'intègrent comme professionnels dans la chaîne de valeur du livre et qui, sur le continent, n'ont pas toujours une place accordée de manière substantielle. Je parle là du statut de l'artiste écrivain, du statut que lui accorde non seulement le politique, mais les politiques publiques, mais aussi les différents lecteurs qui lisent, mais qui ne savent pas toujours comment les reconnaître ou bien leur accorder la place qu'il faut au sein de la société. Donc, c'est un moment qui est un marqueur pour l'identité de l'écrivain, notamment pour ce qui est de lui donner un statut social, parce que il est important qu'on reconnaisse et les instances de légitimation qui font reconnaître
les artistes sont beaucoup plus exogènes, et c'est là qu'il y a un souci et qui interpelle donc la réflexion autour de la question. Donc pour moi, c'est un moment non seulement de célébration, de commémoration pour ce qui a été fait comme travail dans la littérature, mais aussi surtout un moment de réflexion sur le statut de l'artiste écrivain au sein de la société, au sein des communautés. Parce que vivre de sa plume demeure une gageure en Afrique, vivre du métier de la littérature demeure un défi pour les politiques publiques qui ne définissent pas toujours les contours liés à ce qui devrait être accordé au plan économique à l'écrivain, au niveau de la chaîne de l'industrie du livre. Voilà donc ce qui me semble être l'élément qui capitalise cette journée, ce moment de célébration, cette semaine de célébration de l'écrivain africain. D'accord, professeur. D'accord, nous vous suivons bien avec ce que bon, s'il y a la place, particularité. D'accord. Oui, allez-y, poursuivez, s'il vous plaît. Oui, du point de vue de l'élément distinctif qui fait la différence, l'élément qui peut opposer à une identité altéritaire, c'est effectivement que les écrivains africains s'inscrivent dans une variété de genres littéraires, s'expriment dans une variété de genres littéraires, notamment on y trouve des conteurs, des biographes, c'est-à-dire ceux qui font la transcription des récits de vie, des destinées. On y trouve beaucoup de romanciers avec de plus en plus le polar qui est un genre qui est de plus en plus embrassé. Mais en même temps, on trouve non seulement quelques aventuriers du futur, mais aussi dans la littérature fantastique avec des fabulistes. On trouve des nouvellistes dans la littérature africaine, des poètes, des dramaturges, des essayistes et une bonne brochette de critiques littéraires et de pamphlétistes. Voilà globalement ce qui rend l'identité de la littérature assez variée et qui donne un élément distinctif avec d'autres auteurs venant d'autres continents. Et on peut, par rapport à cela, juger la qualité de leur style au plan de la lecture, et cela, c'est le public lecteur qui sanctionne, c'est le lectorat qui sanctionne toujours cette variété de plumes, cette multiplicité, avec notamment une diversité de goûts et une critique qui accompagne cette consommation littéraire. Voilà effectivement ce qui caractérise cette littérature africaine à travers les écrivains que nous célébrons ces jours. Oh, je suis désolé, mon micro, il était fermé. Donc, je disais que je resterai. Plus rien. Oui, donc c'est mon micro qui était fermé, ça j'avais oublié. Donc, je disais que j'ai votre livre avec votre dernier livre, Littérature, culture et territorialité, des crises identitaires entre quête et conquête. Et justement, moi, le titre m'interpelle déjà, et le livre, je l'ai lu, il est suffisamment costaud. Ça, je dois l'avouer. Vous me l'avez dédicacé la dernière fois à Bafoussam, je l'ai lu intégralement. Et je vois ce que vous essayez ce que vous proposez. Déjà, ce que vous essayez d'indiquer à vos lecteurs. Mais je reviens un peu à l'introduction. À l'introduction où vous parlez maintenant des voix qui administrent les personnes. Et il y a des présences invisibles qui sont des présences de la diaspora. Je vais le dire ainsi. Diaspora, des gens qui n'appartiennent pas à cette communauté de façon directe. Donc, il y a ces présences qui sont extérieures. Comment peut-on regarder l'écrivain africain aujourd'hui
à l'égard de ses racines. J'aimerais bien savoir comment vous pouvez voir, comment vous pouvez définir l'écrivain africain au regard maintenant des racines qui ont tendance à se planter un peu partout à travers le monde. Comment on peut le définir aujourd'hui? Qui est écrivain africain selon vous? Voilà une question qui est extrêmement importante et qui a été effectivement au cœur de la production de cet ouvrage que vous venez de citer. On se rend compte que la mobilité spatiale en contexte de mondialisation crée, notamment avec la conjoncture coloniale, une sorte de déracinement, une sorte de dispersion. Et c'est pour cela qu'on a des crises identitaires, on a des identités de plus en plus vacillantes. Et à chaque fois que les écrivains se sont installés dans des territoires, ils ont été pour la plupart nostalgiques de leur pays d'origine. Ils ont été pour la plupart en quête de leurs racines pour effectivement déterminer qui ils sont. Pour la plupart, ils sont entrés dans des endroits où ils n'avaient pas un des référentiels remarquables qui pourraient les intégrer directement dans les communautés autochtones ou bien les milieux littéraires de la localité. Et ils devaient se distinguer par leur propre identité, par leur propre passé, leur histoire, dire qui ils sont. Et la narration de soi ici est toujours portée vers la quête des racines. Et donc, ce qui forge l'identité véritable de l'écrivain africain, ce n'est pas seulement le lieu de production de sa littérature. Il produit une littérature africaine à partir de l'endroit où il se trouve, mais davantage l'Afrique qu'il dise, l'Afrique qu'il raconte, l'Afrique qu'il connaisse, l'Afrique dont il se remémore, l'Afrique dont il se garde de ne pas oublier, l'Afrique qu'ils ont, l'Afrique de leur enfance, l'Afrique de leurs aspirations, l'Afrique de leurs rêves, l'Afrique qu'ils se projettent, l'Afrique qu'ils veulent projeter au monde. Et c'est cette Afrique-là qu'ils font valoir aux yeux du monde. Ce sont ces éléments qui font que les auteurs du continent sont autant les auteurs africains que les auteurs de la diaspora. Pour maintenant chercher à reconstruire cette identité qui, je l'ai dit, est devenue labile, ces identités qui sont devenues vacillantes, ces identités qui sont devenues difficiles à saisir, mais qui, au travers des récits venant du continent, nourrissent les plumes et de plus en plus affirment la dimension identitaire de la littérature ou des littératures africaines. Cela dit, il y a une grande composante de ceux qui écrivent sur l'Afrique et qui ne sont pas forcément des Africains ou qui sont métis ou qui sont des visiteurs, mais qui ont leur regard sur l'Afrique. Ceux-là, on a tendance à les considérer comme des auteurs africains. Pour un élément intégrateur, c'est intéressant, mais il faut se garder d'être excessif en soulignant qu'il s'agit là de la catégorie de ceux qu'on a appelés les africanistes. Les africanistes sont des très grands défenseurs de l'Afrique, mais qui ne sont pas forcément des Africains. Ils ont aussi leur part de discours à tenir sur l'Afrique. Et ça, c'est important de considérer leur place dans la construction littéraire africaine. Voilà ce que je peux dire globalement sur les questions de territoire. Maintenant, les questions de déterritorialisation des institutions et des communautés interpellent donc de gérer ces crises identitaires, interpellent donc de donner à l'Afrique une identité qui lui soit propre et qui soit un élément qui crée la différence, sans être forcément oppositionnel. Une différence qui montre beaucoup plus la diversité
l'hétérogénéité, la pluralité, la multiplicité et la variabilité. Voilà grosso modo ce que je peux en dire. D'accord, merci beaucoup, professeur. Et bien sûr, là, on va retenir cette particularité déjà de pouvoir faire la différence entre ceux qui écrivent sur l'Afrique, peu importe leur talent, et ceux qui écrivent l'Afrique de l'intérieur, pas en tant que visiteur, mais en tant qu'enfant de l'Afrique. Et il y a le mot africain qui revient tout le temps. Et pour ça, votre mot africain vient toujours dans vos travaux. Après, d'abord, vous avez eu le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer en 2016. Vous allez un peu nous parler de ce prix, de ce qu'il implique et ce qui l'a fondé, voilà, ce qui l'a orienté vers vous. Ensuite, vous nous direz aussi, sur la base du fantastique, vos recherches sur le surnaturel, vos travaux sur le surnaturel, le fantastique, parce que vous y tenez beaucoup. Comment on peut définir l'écrivain africain? Mais d'abord, un mot sur votre prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci beaucoup. C'est le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer tombe en 2016. Je l'accueille avec beaucoup de joie. C'était une surprise parce que le livre a été publié à Honoré Champion, littérature africaine et fantastique et littérature africaine contemporaine. L'Académie des sciences d'outre-mer, lequel se prix chaque année à un auteur français ou francophone qui a émergé dans le sens de l'expression, dans le sens de la qualité de l'ouvrage, un ouvrage qui défend les valeurs essentielles de l'humanité et qui valorise l'homme dans son ensemble. Et je pense que quand je reçois ce prix à Paris, il m'a été dit de continuer dans ce sens parce que l'Afrique a désormais son mot à dire dans les questions théoriques. Parce qu'il faut le dire, les livres questionnent, réflexionnent les théories occidentales qui ont essayé d'analyser le fantastique africain. Et pour dire que nous avons nos théories africaines sur lesquelles nous fonder pour analyser un certain type de texte selon le rapport au surnaturel de l'Africain. Donc, c'est dans cette perspective-là que j'ai travaillé et cela me permet d'aller à votre deuxième préoccupation. Alors, merci beaucoup d'être dit le professeur Pangom. Effectivement, la question de l'identité africaine dans la littérature est une problématique actuelle. Qui est écrivain africain? Celui qui vit hors d'Afrique et qui n'est pas naturellement africain et qui écrit sur l'Afrique, peut-on le considérer comme écrivain africain? Bon, je pense qu'il y a là-dedans des questions de nature, des questions de géographie, des questions de culture. Mais en ce qui concerne principalement la littérature fantastique, ma préoccupation est justement de montrer que la littérature fantastique qui émerge au XVIIIe siècle, à la faveur de la Révolution française, Révolution industrielle, et à la faveur du développement de plusieurs sciences, le scientisme, le méméisme, la chiromancie et autres, pour montrer que la science a des limites. On peut interpréter, expliquer le monde autrement. Cela arrive donc au XVIIIe siècle, ce qui fait que l'âge d'or qui arrive au XIXe siècle avec les Balzac, les Poissons, et tous ceux qui ont écrit sur la littérature fantastique, il faut-il le rappeler, développe un peu l'inclusion du surnaturel dans la vie surnaturelle. Les questions de l'invisible, les questions de fantômes, les revenants et autres. Alors, quand le genre émerge en Afrique, parce qu'il faut le dire, je travaille dessus, on est déjà à des centaines de textes qui travaillent sur le fantastique, aussi bien les nouvelles, les romans que les pièces de théâtre. Alors, la particularité africaine est que c'est un genre qui s'appuie sur le rapport de l'Africain au surnaturel. Et ce rapport de l'Africain au surnaturel, j'ai identifié un certain nombre d'éléments. Je commencerai par ce que Melhab de la mensualité sociale, c'est-à-dire la tendance de l'Africain
à vouloir expliquer tout par la sorcellerie, à trouver à toute mort, à toute situation, une cause surnaturelle, à la mentalité sorcière. Il faut bien regarder, considérer comme étant un des fondements de la pensée traditionnaliste africaine aujourd'hui. Il y a également la distinction, ou alors le lien entre l'invisible et le visible. L'Africain traditionnel ou traditionnaliste ne distingue pas forcément les visibles et invisibles. Par contre, c'est le volet visible explique, l'invisible explique un certain nombre de situations qui se produisent dans la sphère du visible. Donc, ça fait que le visible et l'invisible ayant ensemble, on ne peut plus considérer le fantastique africain comme étant l'éruption du surnaturel, ou alors la création de l'excitation surnaturelle, telle que l'a défini certains comme les temps de l'Europe. Parce que l'après de l'Europe, un fait qui se produit et qui remet en question les considérations rationnelles, c'est le fantastique, parce qu'il y a des interrogations. En Afrique, il y a très peu d'interrogations parce que c'est les faits qui viennent de soi, les faits qui existent. Et du coup, la notion de preuve n'existe pas. Il n'est pas question d'aller dire, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est cela? Parce qu'on sait que, voilà, un monsieur peut arriver et vous expliquer que, voilà, il y a eu Coupe du Monde, l'autre jour, il y a eu match, il y a des jeunes, des enfants qui étaient au stade et qui sont revenus avant et qui nous ont donné le sport avant. Donc, ça fait que ces considérations-là font que le texte surnaturel africain, la fiction surnaturelle soit totalement différente de la fiction occidentale. Il y a un autre élément, c'est ce que j'appelle les composantes de l'homme. À la dualité occidentale, corps et esprit, ou alors corps et âme, on arrive, beaucoup de théoriciens africains, beaucoup de chercheurs africains ont distingué, je le prends que toi, le corps, l'ombre et le souffle. Le corps, c'est ce que nous voyons physiquement. L'ombre, c'est ce qui se balade. Nous rêvons la nuit, nous sommes couchés, c'est l'ombre qui fait de tout, qui se balade. Et il y a le souffle qui constitue l'élément essentiel qui peut s'arrêter, et dès que ce souffle s'arrête, le corps physique arrête de fonctionner. Ça fait que ces trois éléments reliés donnent une certaine vie à l'Africain. L'Africain, la mort de l'Africain n'est donc plus la fin de la vie, mais le passage d'un monde à un autre. Parce que le corps peut mourir et l'ombre continue d'exister. Bon, ça fait que c'est des recherches qui nous amènent à lire beaucoup de travaux d'anthropologie, d'ethnologie, et qui donnent un sens véritable au fantastique africain. Je vais également signaler le sens que l'Africain accorde à la nature. À la nature, je crois que les frères, les petits, le joli poème de Birago Diop sont toujours, écoute très souvent le vent, hein, les mots ne sont pas morts, il y a ce qui montre que la nature qui est autour de nous n'est pas que la nature, c'est une nature qui vit, c'est les êtres qui vivent. Les êtres qui vivent, ce qui peut leur expliquer que quand vous prenez un texte comme celui des Jean Pliant, c'est une nouvelle, l'arbre s'étisse. Lorsque les ouvriers veulent détruire l'arbre pour moderniser la ville, les populations qui leur disent attention, moderniser la ville, mais ne coupez pas cet arbre. Parce que cet arbre, c'est notre vie. C'est là que vient notre Dieu de l'amour. Ce qui fait que là, on se rend compte que la nature, parce que le problème d'écologie qui se pose aujourd'hui, mais les réflexions, c'est aussi, oui, la nature aujourd'hui en Occident, elle est protégée parce que il faut préserver l'écosystème. Or, nous ici, en dehors de l'écosystème, il faut même la préserver parce qu'il faut, c'est là que se trouve notre nature. C'est là que se trouve notre essence. Ouais, donc, avec avec ces éléments qui renvoient à notre rapport au surnaturel, c'est notre identité africaine de la fiction du surnaturel. Je peux même vous dire que nous commençons à questionner le mot fantastique. Est-ce que le fantastique qui a été créé dans un autre contexte, un contexte occidental,
avec la définition qui nous a été donnée, est-ce qu'il peut vraiment correspondre à ce que nous décidons en Afrique? Et c'est pour cela qu'un théoricien comme Isobu, bon, lui, il parle de poétique magique. Poétique magique, ne pas parler de fantastique. Abdourahman Ismaël Abdourahman, c'est un musicien, il parle du réalisme magique. Et de moins en moins, les Africains parlent de l'écriture fantastique. C'est pour dire que nous avons certainement pris un terme hérité d'une autre civilisation, soit nous l'adaptons pour léger nos textes, parce qu'il y a quand même là, c'est naturel, mais en même temps, on met de l'Africain dedans pour montrer que nous sommes là dans notre contexte. Et là, c'est pour vous dire qu'il y a une avancée du point de vue théorique, au niveau de la recherche. Au niveau de la recherche, un peu des Africains mènent des études sur, je vais encore dire fantastique entre guillemets, sur le fantastique africain en utilisant l'appareil théorique critique occidental. Nous avons, je vous ai cité Isugo, nous avons Adamou Kankaba qui est de l'autre côté, au Burkina Faso, et il y a même, c'est vrai, Xavier Garnier, il est français, mais il a mené des études sur le fantastique africain. La magie, lui, il appelle la magie africaine, pour dire qu'il y a quand même une certaine identité fantastique en Afrique et qui nous fait évoluer. Et lorsqu'elle nous fait évoluer, elle apporte également des schèmes de nos traditions. Vous n'allez pas voir dans un roman qui fait du fantastique uniquement le roman tel qu'il est, le roman moderne. Vous allez trouver à l'intérieur le conte. Vous allez même trouver des romans qui sont des reprises de légendes. Quand vous lisez Le Chant du Lac, de Olympe Melitenoum, on vous dit que c'est une légende. Vous prenez Le Sorcier Signe et Persiste de Camille Kouatenga. À la fin, le narrateur vous dit bien qu'à la fin, il révèle que ce n'était pas un roman, c'était l'histoire de Tongoningo qui promène le lecteur partout, qui promène le village partout, et ce n'était qu'un épisode. Donc, ce brassage-là, c'est cela, à mon avis, qui fait la spécificité africaine dans le domaine qui s'appelle le domaine du fantastique. Voilà. Merci beaucoup. Je pense avoir dit un peu l'essentiel. D'accord. Donc, merci, professeur, pour ce développement. Déjà, nous en apprenons un peu plus sur les diverses positions. C'est vrai que la question du fantastique n'est plutôt dans un contexte, je lis un rapport d'une de vos conférences au printemps 2019, justement, où on me disait que le fantastique, bien sûr, il naît d'un contexte rationaliste occidental. Et là, ils ont dit, vous avez, avec votre observation, avec vos perspectives et surtout vos recherches, vous proposez une définition du fantastique africain. Avant de prendre la première question d'une des personnes qui nous suivent, j'aimerais savoir si vous avez déjà atteint votre définition propre du fantastique africain, une définition toute simple à laquelle qu'on pourrait directement identifier. D'accord, merci. Je m'appuie sur deux choses. J'emprunte un peu le mot irruption, utilisé par Kaiwa et bien d'autres. Oui, par Kaiwa, justement. Oui. Pour moi, l'éruption n'est plus en Afrique l'éruption du monde surnaturel dans la vie naturelle. Mais c'est cette éruption plutôt de l'extériorité là qui arrive, par exemple, au niveau de la colonisation, des faits étrangers qui arrivent et qui font entorse à nos faits traditionnels africains. Donc, ce que nous on considère comme naturel, eux qui considèrent cela comme naturel, quand ils arrivent, les faits, l'intrusion que leurs actions ont sur nos faits, nos traditions, c'est cela que moi j'appelle notre fantastique. Parce que là, c'est aussi une espèce de désordre entre guillemets, tel que cela s'est observé au XVIIe siècle. Le deuxième volet de cette définition, c'est un peu, je le pense, j'emprunte dans un mot de Tolérance, qui parle d'éducation fantastique, croire ou ne pas croire. Je me rends quand même compte que dans les textes africains, il y a un certain type de personnage
autour desquels on peut développer le thème fantastique, et ce sont les personnages profiles, ceux qui ne sont pas formés au statut. Il peut s'agir des jeunes qui sont allés à l'école, qui considèrent que c'est l'école occidentale qui est la meilleure école. Il peut s'agir même de ceux qui n'ont jamais eu une idée de la tradition. Cela, effectivement, peut être face à des situations qu'ils vont trouver embarrassantes. Et là, on peut parler de fantastique. Enfin, je vais plus loin. Parce que j'utilise un terme assez barbare, hein, comme ça, ce que j'appelle la sorciologie. Je parle de la racine sorcière. Si vous lisez un roman comme ce qui sort dans la nuit de Mouflon, nous arrivons là à une situation où il faut, l'auteur démontre qu'il faut mettre la sorcellerie au service du développement de l'Afrique. Voilà un peu ce vers quoi nous essayons de travailler maintenant. Oui, il y a un tel nombre de faits. Moi, nous, dans notre travaux, nous parlons même d'une académie de sorcellerie qu'on pourrait mettre en place pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui échappent encore à l'Afrique aujourd'hui dans la perspective de son développement. Merci. D'accord. Voilà, je crois que nous avons bien planté déjà le décor avec l'identité. Là, nous avons vu l'identité à partir des racines, à partir des régions, à partir de sa géographie, à partir de tout ce qu'on vit depuis l'intérieur. L'identité aussi, à partir maintenant de la conception que nous avons de choses. Comment on fait nôtre certaines choses et surtout comment certaines choses évoluent dans notre contexte. Et là, nous parlons toujours de littérature. Nous allons prendre la première question qui, je suis désolé pour ceux qui nous suivent, à cause du problème de réseau. Je vois juste Facebook user, donc je ne vois pas de nom la personne. Mais la personne demande pour Sepango, existe-t-il continuité ou discontinuité ou les deux en même temps? On parle de la littérature africaine des aînés et celle de la nouvelle génération. Donc, la personne voudrait savoir s'il y a continuité ou discontinuité, ou alors tout simplement les deux en même temps. Certainement au regard des différences qu'il y a. Est-ce que vous observez une suite dans l'écriture déjà? Professeur Pango, vous nous suivez? Je ne vous ai pas bien suivi, c'est maintenant que je vous suis. Il pleut des cordes ici et avec cette accalmie, je vous suis, mais je n'ai pas suivi la question. Ok, la question est celle-ci. Notre follower voudrait savoir si entre la littérature africaine des aînés et celle de la nouvelle génération, il existe continuité ou discontinuité ou tout simplement les deux en même temps. Selon votre observation, est-ce que quand on lit aujourd'hui, peut-être quand on lit Mouflon, quand on lit Rikassila, quand on lit les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une continuité quand on regardait Pabé Mongo, on regardait Mongo Betty, Séverin Sissila Bega? Quel est le regard que vous avez sur cet état? Ben, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une écriture qui se renouvelle continuellement. Il y a une continuité donc. Mais en même temps, la jeune génération a ses marques. La jeune génération a ses marques. La narration stylée des années d'indépendance a évolué jusqu'aux années 80. Et avec les années 90, il y a eu une nouvelle forme d'écriture qui s'est intéressée à la vie telle qu'elle se déroule avec une écriture de plus en plus journalistique dans le style. Et par la suite, les technologies ont largement influencé les styles d'écriture d'aujourd'hui, notamment la cinématographie, la scénarisation télévisuelle et aujourd'hui Internet influence considérablement les modalités scripturaires chez les jeunes auteurs africains. Et on va voir que le récit se fait de plus en plus fragmentaire, le récit se fait de plus en plus varié dans la prise en compte du jargon contextualisé par l'actualité ambiante. Et donc, il y a une
sorte de ligne de démarcation avec l'ancienne génération tout de même. C'est pour cela que j'ai dit il y a un renouvellement de l'écriture qui prend chez les devanciers, mais qui s'arrime à la vogue des technologies actuelles pour donner une nouvelle forme d'écriture, de nouvelles formes d'écriture. Donc, la jeune génération est dans la logique de frayer son chemin dans les marques de l'écriture. Il y a des courants de pensée. Vous avez cité Pabé Mongo tout à l'heure. Il faut savoir que la Nolika a fait des émules, mais la jeune génération a de plus en plus ses marques dans la littérature telle qu'elle se construit aujourd'hui. Vous avez cité Moutlon. Effectivement, dans la ligne de la littérature fantastique dont le professeur Abossolo a développé largement les contours tout à l'heure et qui a été mon champ d'intérêt dans mes premiers pas dans la critique universitaire, notamment dans la classe de maîtrise où j'ai travaillé sur le fantastique dans Les Voix dans le vent, une pièce de théâtre de Bernard Dadier. Ces modalités-là sont présents chez Moutlon notamment, et effectivement, on y voit une Afrique qui est projetée dans le surnaturel, dans l'irréel, et qui donne la voix à une autre dimension de l'Afrique qui n'est pas très courante dans la littérature jusqu'ici étudiée. Donc, pour répondre à cette question, d'évolution. Oui, il y a une évolution, C'est pas une littérature figée. Donc, autant la jeunesse se met dans le sillage des aînés, autant cette jeunesse essaye d'innover pour donner sa marque à la littérature africaine d'aujourd'hui. Si vous voulez que je... Oui. Oui, allez-y. Oui, je disais que ces jeunes auteurs peuvent défendre tel ou tel courant, mais c'est toujours dans le sillage d'affirmer le renouvellement de la littérature africaine. Je pouvais citer quelques jeunes auteurs, mais il faut savoir qu'on les trouve dans les différents genres littéraires qui sont courants, notamment dans les romans, dans la littérature de jeunesse, la littérature d'enfance et de jeunesse. On les trouve dans la poésie et on les trouve aussi dans les nouvelles avec les short stories qui de plus en plus commencent leur écriture par les réseaux sociaux avant d'arriver dans les bouquins en tant que tels. D'accord. J'aimerais rester avec vous, professeur, le temps que le professeur Abossolo nous revienne. Il y a cette question que j'aimerais poser parce que c'est une question d'actualité. Le prix Goncourt vient d'être décerné à l'Algérien Kamel Daoud et les réactions ont été plutôt très, je vais dire violentes. Les réactions ont été plutôt très violentes et cela fait penser à tous les autres qui ont eu des prix. Ça pourrait être Mbugasa, ça pourrait être Nobel avec Abdou Razagouna, pour ne pas remonter jusqu'à Wole Soyinka et tous les autres prix qui tournent tout autour. Chaque fois, on conteste. Et je me rappelle même, j'ai rencontré certains écrivains nigériens à Accra, il y a 2 ans, qui contestaient, j'aime de dire, l'africanité de Chimamanda. On dit qu'elle n'écrit pas l'Afrique comme elle devrait s'écrire. D'où cette question maintenant, est-ce qu'il y a une façon d'écrire l'Afrique pour être africain? Presque tous les auteurs africains aujourd'hui, surtout s'ils sont de la diaspora, ils sont contestés par ceux qui sont, par le public à l'intérieur, pas seulement les écrivains, mais ils sont contestés par le lectorat. Aussi, on trouve qu'ils sont des vendus, ils appartiennent aux Blancs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais comment peut-on écrire l'Afrique pour dire qu'on est africain? Parce que la question de l'écrivain africain, ça devient de plus en plus important. Bon, la question a été un peu entrecoupée par les interférences sonores, mais je dois pouvoir dire, pour le peu que j'ai suivi, que
les instances de légitimation des écrivains sont toujours soupçonnées de connivence. Voilà pourquoi il y a toujours une violence verbale à chaque sortie des prix qui sont nominés et qui sont désignés à la fin. Mais cette connivence, qui sont de nature certainement politique, traduisent les pesanteurs liées à la sortie de la colonisation qui à chaque fois rentrent dans des mouvements de revendication. Vous savez, très peu d'Africains sont dans le Goncourt. Et très peu d'Africains étant dans le Goncourt, on a toujours soupçonné le Goncourt de n'avoir pas été déracialisé dans ses fondements, dans ses attributs et même dans ses attributions. Ce faisant, cette remise en question des instances de légitimation des auteurs africains n'est pas encore tranchée parce que on ne peut pas, à la décharge de ce prix, faire patte blanche sur leur neutralité, sur l'objectivité dans les choix. Cela dit, reprocher aux auteurs de ne pas dire l'Afrique d'une certaine façon, c'est peut-être aussi question de goût. Parce que si on taille l'écriture à la mesure de celui qui offre le prix, forcément, on ne peut pas dire l'Afrique de la manière la plus authentique possible. Si on écrit sous commande, si on écrit à la mesure de ce que veulent les instances de légitimation des auteurs, on ne peut pas encore dire qu'on est libre de dire l'Afrique telle qu'on souhaite la dire pour pouvoir accéder à une quelconque distinction. Mais les paradigmes qui montrent les marqueurs identitaires africains sont nombreux chez les auteurs, même de la diaspora. Vous avez cité Chimamanda Ngozi, nous l'avons étudié quelquefois avec nos étudiants de master et même de doctorat. On va relever que il y a une influence des mouvements de la diaspora qui peut déteindre sur la nature de l'écriture. Et donc, ça va donner lieu à une écriture qui se nourrit de plusieurs styles d'écriture à travers le monde. Donc, l'écrivain, à ce stade-là, aspire aussi à s'ouvrir au monde entier, à dire d'autres cultures à partir de sa propre culture. Et ça, c'est tout légitimement. On ne peut pas dire que ces auteurs-là ne sont pas fondés à suivre cette trajectoire d'écriture. Donc, il s'agit pour nous de toujours être, de toujours relativiser les orientations qu'on donne, les canons qui caractérisent la littérature africaine. Je crois que nous avons un peu... Que les éléments recherchés par d'autres, et ainsi de suite. Donc, c'est selon le lectorat, c'est selon les niveaux de lecture qu'on peut avoir, c'est selon les cultures qui accueillent ces formes d'écriture. D'accord, professeur. Vous parlez de niveau de lecture, niveau de culture aussi. Moi, professeur Bossolo, j'aimerais vous demander, vous, on dit que Ngugi wa Thiong'o est plus africain, par exemple, que les Wole Soyinka, Abdul Razak Ouna et tous les autres qui ont atteint un certain stade, qu'il est bien plus que Mbouga Sarr, il est encore plus que Kamel Daoud, le récent prix Goncourt. On dit de lui qu'il est plus africain et que c'est lui qui mériterait tous ces prix. Ngugi wa Thiong'o, qu'est-ce qui ferait de lui un auteur plus africain que les autres? Oh, moi, je pense que la question qui est posée, et qui est d'ailleurs posée à mon collègue, soulève trois problématiques. La problématique de la liberté de l'écrivain. Parce que, quoi qu'on dise, l'écrivain
est libre, écoute son inspiration et est au courant de différents autres enjeux qui peuvent influencer son écriture. Et il a également ses cibles, très souvent. Ce qui fait que, pour moi, c'est un faux procès que de dire de certains qui sont plus africains et d'autres moins africains. À partir du moment où, quand même, dans l'écriture d'un texte, l'auteur évoque un certain nombre de faits liés à l'Afrique, je pense qu'on peut déjà dire qu'il a accordé une part belle à l'Afrique. Maintenant, il y a d'autres enjeux. Il y a son inspiration. Il y a son milieu de vie qui peut influencer son écriture, son contexte. Et à mon avis, donc, il est pas très indiqué de faire un certain procès à certains auteurs. Mais néanmoins, en dehors de cela, il faut quand même remarquer que la deuxième problématique, c'est celle du devoir de mémoire. Les écrivains doivent donc se sentir interpellés de savoir que ce sont des êtres sociaux, ce sont les porte-paroles, et derrière eux, il y a toute une population, il y a tout un continent qui regarde le match de football, s'intéresse au sport, s'intéresse à la musique, mais également sait que les auteurs sont leurs ambassadeurs. Et du coup, si un Africain qui sait bien que Wationgo, c'est une grande figure, Mabankou, c'est une grande figure, Tel, c'est une grande figure, malgré d'autres nouvelles nationalités, alors, et que, en lisant le texte, il ne se retrouve pas, ou il ne retrouve pas son Afrique, alors on peut bien comprendre qu'il soit gêné et qu'il pense que l'auteur a trahi l'Afrique, l'auteur a trahi la conscience africaine. Bon, mais j'insiste sur la liberté. Et là, on voit très bien que les auteurs devraient davantage se sentir investis d'une certaine responsabilité sociale. Parce que les lecteurs, les Africains, font d'eux, comme je l'ai dit, la passage, donc ce sont responsables. Bon, maintenant, en ce qui concerne, bon, on va dire, Wationgo, il est plus africain que je. C'est dans la même perspective. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que dans tel auteur, on verra des éléments plus proches de ce que les Africains veulent lire. Les Africains sont engagés dans une société qui a un certain nombre de problèmes, alors il est important que, du point de vue politique, on voit un Africain, un auteur africain, qui pose le problème de démocratie. Par exemple, il est probable que les auteurs aient envie de voir comment sont posées les questions d'exclusion, les problèmes de développement, les problèmes de science auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Et lorsque, à un moment, on prend un auteur, on constate que lui, il est dans une perspective qui esquive les problématiques essentielles de l'Afrique, qui a lieu de se poser des questions. Je lisais encore une thèse de l'étudiant qui montre qu'on ne devrait pas parler de science-fiction en Afrique. Parce que si on évoque une science-fiction qui montre une Afrique futuriste, alors que le présent de l'Afrique est encore sombre, alors il y a problème. Il faudrait peut-être donner un autre nom ou alors donner un autre contenu à cette science-fiction qui s'intéresserait aux problématiques actuelles de l'Afrique. Parce que science-fiction, on voit déjà le futur, à l'Occident bien sûr, on peut déjà envisager, on voit des avions qui vont voler sans conducteur, on voit des robots qui conduisent des taxis en Chine. Alors, vous êtes donc africain, vous montez un texte comme celui-là, alors qu'à côté, le peuple a faim, alors qu'à côté, il n'y a même pas de route pour ces populations, alors que donc, c'est cela la grande question. Donc, je peux imaginer que là, les écrivains se retrouvent à la croisée des chemins. Que faire? Et c'est ça le problème. Écoutez mon inspiration, parce que je suis un homme libre. Je peux faire mon moment, je suis africain, j'écris sur des questions relatives à la vie, des questions relatives à la Russie. Alors, et en même temps, je me dis, en tant qu'auteur, comment est-ce que je serais jugé? Comment est-ce que je serais jugé? Vous voyez bien que le prof évoquait les degrés de langue, ou de langue tout à l'heure. Si on remonte à un auteur comme, à un roman comme L'Aventure ambiguë,
Ouais, vous avez vu toute la problématique, tout le déballage qu'il y a eu. Est-ce que c'est lui qui a écrit? Est-ce que c'est derrière lui quelqu'un d'autre qui a écrit? Certes, on reconnaît l'Afrique, mais on voit quand même un certain nombre de choses modifiées, comme si à un moment, il a fallu lui dire non, ce n'est pas ça, mais plutôt ceci. Et là, je suis d'accord, je suis convaincu que quand on prend l'enfant noir, Camara Lai, on dit oui, ça c'est l'Afrique. On voit bien comment le serpent tourne autour de la maison, le père est là, le forgeron, là c'est l'Afrique. Mais non, pensons aussi que ce sont nos ambassadeurs qui font le tour du monde. Nous avons les footballeurs professionnels qui vont jouer ailleurs et après ils reviennent. Donc, ces auteurs sont, à mon avis, également, ils sont nos ambassadeurs, mais donnons-leur aussi un peu de liberté pour qu'ils puissent voir comment ça se passe ailleurs et vendre même davantage notre culture en l'associant à celle des autres, plutôt que de rester renfermés dans les nôtres et ils ne pourront même pas être lus. Merci beaucoup. D'accord. Vous avez évoqué quelque chose qui nous met de plein pied entre différence et diversité. Parce que bon, quand on parle de différence, on regarde souvent l'autre comme celui qui est là-bas. Bon, on va prendre des auteurs. Il y a des auteurs qui vont loger Léonora Miano, Emile Boum, Chimamanda Ngozi, Patrice Ngana, Alain Mabankou. On va les loger à une certaine enseigne en se disant, eux, ce sont les auteurs des Blancs, peu importe ce qu'ils écrivent. Et quand on rencontre certains critiques ou dans des espaces où des gens ont leur pleine liberté, bah, ils se lâchent, ils disent des choses et d'autres. Et souvent, vous avez évoqué cette liberté. Maintenant, professeur Pango, comment l'Africain peut-il gagner sa liberté en tant qu'auteur? Comment l'auteur africain peut-il gagner sa liberté non seulement aux yeux de son peuple, mais aussi aux yeux de l'extérieur? Comment peut-il arriver à cette authenticité que le professeur Bossolo évoquait tout à l'heure? Une authenticité qui fasse enfin l'unanimité. Je pense que les auteurs africains devraient continuer cette quête d'authenticité tout en gardant l'ouverture aux autres, comme l'a dit si bien le professeur Bossolo tout à l'heure. Et donc, il y a une quête permanente à garder. Ils sont tenus d'aller à la conquête de cette respectabilité qu'on recherche. On voudrait que les auteurs africains gardent cette dignité, cette respectabilité que la critique a d'eux. Ces écrivains-là, on souhaite qu'ils continuent à façonner une trajectoire valorisante pour le continent, une trajectoire qui donne du plaisir au lecteur, quel qu'il soit, de quelque continent qu'il soit, de découvrir une Afrique qui a des choses à offrir. C'est une mission noble pour l'écrivain africain. C'est une mission lourde, mais une mission qu'il faut tenir jusqu'au bout parce que c'est une responsabilité qui incombe à cette instance. Vous voyez, le pouvoir de la littérature n'est pas comme d'autres pouvoirs. Le pouvoir politique est à sa place, le pouvoir scientifique à sa place, mais il y a un pouvoir littéraire qu'il faut travailler à garder, notamment pour qu'il y ait cette respectabilité qu'on voudrait qu'on ait des écrivains. Donc, toujours être à cette quête que les auteurs soient... c'est un souhait, mais davantage une recommandation pour les plumes africaines qui souhaiteraient effectivement, comme on l'a dit, garder cette authenticité. Vous voyez, quand vous lisez, par exemple, la crise du Muntu de Boussi Boulaga, vous vous rendez compte que cette quête d'authenticité ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de son époque et aujourd'hui, on est toujours en train de trouver comment faire que notre authenticité ait une bonne place à l'échelle internationale, une bonne place dans les concerts des nations. Et c'est le pouvoir de l'écrivain à faire de belles œuvres, des œuvres qui sont dignes de s'inscrire dans l'histoire et que la réception critique
reçoivent favorablement et traversent des frontières pour pouvoir avoir une bonne transmission intergénérationnelle. C'est ce qui peut garantir la respectabilité de l'écrivain. C'est ce qui peut garantir effectivement cette authenticité africaine qu'on commence de plus en plus à admirer dans d'autres institutions, dans d'autres instances. D'accord. Voilà. Et oui, pour ça, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, professeur Bostolo, je voudrais ajouter quelque chose là-bas. Oui, à la suite. Ok, bien sûr, allez-y. Oui, à la suite du professeur, je formule une fois de plus ma petite inquiétude. Bon, naturellement, toute authenticité, on ne la déclare même pas, on ne la professe pas, l'authenticité est là, puisqu'il y a des racines historiques incontestables, incontournables. La colonisation, l'esclavage, les questions d'immigration, c'est tout. Quoi qu'on dise, on trouvera toujours, même dans un petit paragraphe, cet indice d'authenticité-là. Mais la crainte est telle que je beaucoup formulée, c'est qu'on peut craindre qu'aujourd'hui, on ait à dicter aux auteurs ce qu'ils doivent écrire. Parce qu'on veut absolument retrouver un certain nombre de thèmes. Par exemple, moi, ce que j'appelle souvent les thèmes nostalgiques. On veut une certaine nostalgie. Tant qu'on n'a pas vu le thème de la colonisation dans un roman ou dans une pièce, on dit il n'est pas authentique. Il n'oublie pas qu'on a connu la colonisation. Quand on n'a pas vu les questions culturelles développées, on se dit, bon, là, on ne voit pas trop l'Afrique. Quand on a vu les problèmes d'immigration, donc, c'est pour dire que peut-être qu'en libérant les auteurs, il peut même arriver qu'ils nous proposent des choses qui vont permettre le décollage réel de l'Afrique. Parce qu'à force, et je crois que Amadou Kourouma, qui est traditionnaliste, il a dit lors d'une interview, à force de rentrer dans une certaine culture nostalgique, on risque de laisser passer des opportunités de culture, un certain nombre de choses qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on attend, mais qui vont surprendre demain et provoquer le développement de l'Afrique. Merci. D'accord, merci. Je vais rester avec vous pour cette autre question. Justement, cette liberté, cette authenticité, mais maintenant l'Afrique est multiculturelle. Est-ce que cette multiculturalité, ça c'est que la question repose un de nos passionnés, est-ce que cette multiculturalité ne va pas conduire à une complexité d'accessibilité des productions littéraires africaines? Est-ce que ce sera facile désormais de se retrouver dans tout ce foisonnement, dans toute cette diversité, est-ce qu'on ne finira pas par se perdre d'après ce que demande notre passionné? D'accord, merci. Disons que la diversité est d'abord, d'un certain point de vue, enrichissante. Donc, on ne va pas regarder la diversité comme une espèce d'éparpillement de l'énergie. Cette diversité, c'est un certain enrichissement, tout comme on dit la langue française aujourd'hui. Notre français africain, les différents français ont permis d'enrichir la langue. Disons que si on a déjà des socles classiques collés, alors le problème qui se pose, c'est le problème de, et vous voyez l'expression entre littérature africaine et littérature africaine. Littérature africaine et littérature africaine. Tel est le principal débat. Et là-dessus, j'ai souvent l'habitude de dire que les deux tiennent. Oui, littérature africaine, parce qu'il y a d'abord une identité au moins géographique et historique. Mais maintenant, cette diversité, comme vous évoquez, on aura d'office certainement des spécificités locales et régionales. Je commence même par nos différences que nous faisons. Il est difficile maintenant d'envisager de lire la littérature d'Afrique subsaharienne comme si on lisait la littérature d'Afrique du Nord, du Maghreb. Il y a des thèmes qui sont totalement différents,
du point de vue culturel, historique et, je vais dire, peut-être d'autres points. Ce qui fait que je ne pense pas que ça va être difficile. Il faut déjà que la critique travaille. Et la critique qui doit essayer de concentrer déjà le peuple pour dire oui, nous sommes dans une dynamique de diversification, mais nous restons quand même dans certains sujets qui nous sont communs. Et ces sujets communs, lorsqu'on évoque par exemple la question de la femme, oui, le féminisme africain, on ne va pas l'analyser comme celui de Simone de Beauvoir. Le féminisme africain, vous voyez, quand le président français, après son gouvernement, quand on annonce le gouvernement, alors les gens ont les stylos en main, hein, il y a combien de femmes? Est-ce que c'est vraiment 50%, 50%? Dans notre contexte, les féministes africains n'ont pas forcément besoin de femmes à 50% égal aux hommes dans les postes politiques, mais nous avons des faits simples comme l'exclusion. Il faut, au niveau du plan culturel, aller regarder là-bas si on peut réduire les violences faites aux femmes selon la tradition. Donc ça aussi, c'est des faits exceptionnels, particuliers qu'on peut voir dans certains points. Je prends par exemple au Maroc, au Gabon. Moi, je travaille sur le fantastique et le naturel. Moi, le Gabon, par exemple, ces textes avec Bekale, Sylvie Sam et autres, ces textes sont liés à leur anthropologie, à leur histoire et à leur rapport au naturel. Ils ont une pratique là-bas qui s'appelle le Imonga. Imonga, c'est un rite traditionnel, sacré, mystique, comme on peut le dire, et qui influence forcément l'écriture du naturel de ce côté-là. Ce qu'on ne voit pas, c'est au Congo. Au Congo, ça va être la même chose parce que là, on vous évoque le président, le chef d'État, qui ont fait corps avec les naturels, avec les pratiques traditionnelles, les sacrifices, les rites pour rester au pouvoir et autres. Et là, vous voyez que c'est un canon de leur côté, alors qu'ailleurs, on peut en voir d'autres. Quand vous prenez Patrick Ngala au Cameroun, dans le ciel, vous voyez bien que dans son lecture, oui, les animaux, mais les animaux, c'est avec les réalités et la langue de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam particulièrement. Moi, je crois que c'est enrichissant, hein, c'est enrichissant, mon cher. On ne va pas dire qu'il y aura problème. Ce qu'il faut simplement essayer de mettre en place, c'est essayer de canaliser afin que nous ne devenions pas tout de suite là, parce que nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas tout de suite les États dispersés d'Afrique, mais les États unis du point de vue du terrain de l'Afrique. Parce que si on est déjà dispersé, chacun va dans son sens, vous allez voir un jour ce qui peut arriver, un prix littéraire de l'Afrique ici, prix littéraire là-bas, et du coup, nous sommes encore assez fragiles, hein, l'Afrique. Je pense que nous sommes encore assez fragiles pour qu'on commence déjà à nous éliminer du point de vue littéraire. Merci. D'accord, merci beaucoup, professeur. On comprend très bien ce développement. On voit quelle est la responsabilité justement que le lectorat africain, et vous avez évoqué la critique tout à l'heure, que la critique peut avoir dans le sens justement de l'épanouissement de cette littérature qui n'est pas dispersée, mais plutôt qui forme une bonne colonie. La deuxième partie de la question maintenant, professeur Pangop, je vais vous la poser. Est-ce que justement, ce n'est pas tout, est-ce que cette diversité n'est pas un frein à l'établissement d'un réel prix littéraire africain? Parce que quand on parlait justement de la validation d'un livre, est-ce que ces divers horizons, justement, ne sont pas un frein? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, bon d'accord, moi je vais faire un prix littéraire, mais pourquoi je vais primer telle région plutôt que telle autre? Et pourquoi je vais primer comment? Pour reprendre la question, est-ce que ce ne serait pas un frein à justement l'établissement d'un véritable prix littéraire africain sur le continent africain? Parce que nous avons par exemple le prix des Afriques qui est décerné par la scène littéraire qui est basée en Suisse. Mais quand on parle, et c'est une Camerounaise évidemment, mais maintenant quand on parle de l'Afrique, est-ce que l'échec d'établissement d'un véritable prix littéraire africain ne viendrait pas de cette diversité-là?
Je crois que nous rentrons là dans la dimension économique de la vie littéraire. En réalité, quand on parle de prix, il s'agit d'attribuer une plus-value matérielle, fiduciaire, une plus-value qui permet à l'auteur de bénéficier de ce qu'il a produit véritablement. Donc, par-delà la dimension symbolique. Mais je dois dire à la suite du professeur Abessolo que tout cela relève de comment nous appréhendons l'industrie du livre. Pourquoi? Parce que dans la chaîne du livre, je vais prendre la métaphore du textile africain. Le textile africain est caractérisé par une variété de couleurs, une panoplie d'éléments chromatiques agencés, des symboles, etc. Alors, quand vous prenez chaque tissu africain dans les composantes communautaires, est-ce qu'il y a un égarement de l'Afrique dans ces tissus? Je ne pense pas. Il y a à chaque fois une cohérence dans ces tissus. Pourtant, vous avez des couleurs bigarrées qui sont agencées de manière multicolore, mais qui sont des marqueurs identitaires des communautés spécifiques, qui relèvent du patrimoine matériel et immatériel de communautés spécifiques. Il en va de même de notre production littéraire. Il n'y a pas une incohérence dans la variété des expressions littéraires avec leurs composantes sociales spécifiques. Raison pour laquelle nous avons le devoir de dire aux politiques publiques d'encourager l'établissement des prix, des instances de reconnaissance de nos écrivains, selon cette diversité d'expression, selon cette liberté de création. C'est en cela qu'on peut encourager l'innovation. C'est en cela qu'on peut garantir la libre expression des auteurs. Et dans cette diversité, il y a un enrichissement. Parce qu'à chaque fois que vous avez emprunté dans une culture, vous allez créer une chaîne industrielle tout autour. Il y a des effets induits qui vont suivre. Et c'est en cela que les organisations littéraires dans l'industrie du livre vont se déployer, vont pouvoir faire vivre le métier, etc. Donc, tout comme les langues africaines sont multiples, les expressions littéraires d'Afrique sont aussi multiples. Et regardez, les langues aujourd'hui ne sont plus vues sous l'angle du babélisme, n'est-ce pas? Ce n'est pas Babel, c'est pas la malédiction littéraire des langues, mais c'est aussi et surtout un renouvellement de l'esprit derrière les langues, donc un enrichissement. Donc, on n'a plus une multiplicité de langues pour être divisées, mais pour s'unir. On ne va pas pour la dispersion, je parle à la suite du professeur Abessolo, mais pour les États-Unis d'Afrique. Et pour cela, il faut travailler en synergie dans les politiques publiques pour créer des structures, peut-être panafricaines, qui correspondraient aux instances de légitimation des auteurs du continent et même aussi d'autres continents. Pourquoi ne pas primer les auteurs d'autres continents à partir de l'Afrique aussi? L'Afrique a quelque chose à dire sur le discours des autres. L'Afrique a quelque chose à dire sur notre propre discours. Et pour cela, il faut donc conséquemment établir des prix littéraires, des distinctions littéraires qui soient substantielles, qui soient consistantes pour pouvoir encourager les écrivains, pour pouvoir stimuler les écrivains à s'affirmer davantage. Tout peut-être peut résider dans les canons, les critères qui vont présider au choix des auteurs, aux instances, aux jurys qui vont être constitués pour valider ces prix, ces distinctions littéraires. C'est ces configurations-là qui peuvent crédibiliser de telles instances. C'est la consistance à le faire dans le temps, à l'inscrire dans l'histoire, à gérer cela dans la durée, qui peut faire des vocations, des carrières, et donc créer une institution littéraire qui soit une institution forte sur le continent africain. Voilà ce que je peux dire
pour compléter ce qui a été énoncé avant. D'accord. Merci, professeur. Pour ça, restons sur cette question de légitimation, sur cette question de prix fort littéraire par le continent, pour le continent, sur le continent. Est-ce que déjà, aujourd'hui, on peut encore dire que la chose soit possible au regard des diverses divisions? Je reviens sur la première question, une question précédente. S'il y a continuité ou discontinuité entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, il semble y avoir une sorte de fracture entre les écrivains d'aujourd'hui, ces jeunes auteurs, et les anciens. Maintenant, pour établir une distinction, quelque chose de fort en Afrique sur le plan de récompense littéraire, il faudrait bien que tout le monde s'asseye. Est-ce que cela est même déjà possible, s'il est envisageable? Et sous quelles conditions, d'après vous, par exemple? Parce que là, nous parlons aussi de l'établissement de l'écrivain africain. Merci. Oui, bon, je crois que c'est déjà une excellente réflexion. Tout commence déjà par cet éveil-là. L'éveil qui souligne la nécessité d'avoir des prix valeureux et des prix continentaux de haut niveau. Bon, maintenant, moi je pense que tout le problème réside dans les politiques même qui livrent dans les États. Vous allez voir que dans les États où sont promus les livres et la culture en général, vous allez voir un certain nombre de prix. Alors que dans d'autres où la littérature est un peu abandonnée à elle-même, la littérature est, je ne vais pas dire sacrifiée, tout de même, il y a d'autres priorités, il y aura très peu de prix. Donc il y a deux angles. D'abord, les politiques. Comment faire pour séduire les décideurs, pour que parce que les prix, oui, c'est symbolique, mais il y a quelque chose d'autre derrière le prix. Si ce n'était que le prix à donner, chacun se lèverait et dit demain, qui tel, qui donne. Il y a autre chose derrière. Il y a un ensemble de choses derrière ce prix. Il faut des économiques. Bon, depuis le niveau économique. Organiser même toute une cérémonie, ça demande une certaine mobilisation financière. Donc, si au niveau, les dirigeants politiques sont suffisamment séduits, je ne sais pas dans quelle mesure cela peut être fait, s'ils sont séduits, c'est déjà en fait. Autre chose, et dans le groupe que vous connaissez, que j'ai terminé, espace littéraire, il y a une dame, Madame Michel Mondo. Sa préoccupation a toujours été, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer un prix littéraire? Est-ce que nous ne pouvons pas créer? Il faut voir, est-ce que tous les acteurs de la scène littéraire, les producteurs, les libraires, les lecteurs même, parce qu'il ne faut pas exclure les lecteurs. Les lecteurs ont une part entière, une contribution importante à donner dans l'élaboration de ces prix. Est-ce qu'aujourd'hui, si on mène une enquête sur le terrain aux lecteurs, ou alors on sensibilise les lecteurs pour dire voilà, vous voyez bien que la littérature africaine marche. Il y a une jeune génération, parce qu'il faut l'avouer, je dis que tous les jours, les textes sont produits, les textes de qualité. C'est l'occasion d'ailleurs de reconnaître ce que vous faites aujourd'hui. Très peu de gens l'ont fait avant. C'est-à-dire trouver des espaces comme ça qui promeuvent la littérature. Et les jeunes arrivent, s'expriment et disent un certain nombre de choses. Mais maintenant, ceux qui lisent, est-ce qu'ils peuvent se constituer pour décerner des prix à ces jeunes gens qui sont libres? Ça, c'est un point d'interrogation. Comment les amener à le faire? Je pense qu'un espace comme celui-ci, si est possible, il n'y a pas que cet espace. Il y a des salons, il y a des... Continuons à sensibiliser les lecteurs, les libraires, tous ceux qui sont dans la chaîne du livre, pour qu'on puisse savoir effectivement, et vous pouvez très bien l'expliquer, je suis personnellement un peu gêné de lire chaque jour, d'apprendre chaque jour qu'il y a un mini-prix quelque part, et le prix commence déjà à devenir un peu vulgaire, et vulgarisé de telle sorte que on arrive même plus à avoir des prix de référence. Je crois qu'on nous dit prix Amadou Kourouma, oui, ça tient. On nous dit de chaque jour. On anime des espaces, prix, c'est bien.
du point de vue local, mais un grand prix africain mobilise les hommes politiques, les bibliothécaires, les vendeurs, nous autres, les critiques littéraires et même les étudiants. Tous ceux qui consomment les livres ont intérêt à contribuer à l'organisation de ce prix. Bon, maintenant, je ne sais pas, on a parlé de diversité. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Est-ce que ça va être lié au genre? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a quand même plusieurs productions. Parce que si on dit encore que ça va être juste pour un roman, on peut dire le prix, la poésie africaine de l'année, le roman africain de l'année, ou bien la nouvelle africaine, ou bien le théâtre, la pièce africaine, pour éviter de trouver toujours à dire, vous savez, nous, la démocratie est très avancée en Afrique, hein, entre guillemets. On va vous dire pourquoi c'est tel, alors c'est tel, pourquoi. Donc, trouvez donc ensemble des acteurs qui s'associent et on définit les critères d'attribution, probablement dès le début de l'année, chaque année. On dit voici les critères et en fin d'année, nous allons décerner le prix. D'accord. Oui, bien sûr, ça c'est très belle proposition déjà parce que plusieurs choses ont été essayées dans le temps, mais chaque fois c'est soldé par un échec, quelque chose qui arrive en grande pompe, on voit ça, grand prix de ceci, grand prix de cela, et ça s'éteint aussi violemment que c'est arrivé. Donc, et aussi, surtout de façon, aussi étonnamment parfois, que c'est arrivé, que cela s'éteint. Et là, ça pose toujours cette question de l'écrivain africain. Est-ce qu'il faudra toujours qu'il soit institué depuis l'Occident, ou alors il peut déjà être institué à partir de l'Afrique? Et justement, ce que le professeur Pangop disait tout à l'heure, pourquoi l'Afrique ne décernerait pas un prix à un auteur américain, par exemple? Un auteur américain pourrait bien recevoir un prix d'Afrique, un prix d'ici, pour dire, voilà, un auteur français pourrait tout aussi bien le recevoir. Maintenant, c'est l'établissement de ce prix qui semble poser problème au vu de tout ce qu'il y a. Pourtant, ce ne sont pas les têtes qui manquent. Pourtant, ce sont les personnes compétentes sont bien là. Mais évidemment, quand on commence à parler de politique, on commence à parler de régionalisation, on commence à parler d'autres choses, il y a plusieurs paramètres qui viennent entacher de belles initiatives de leurs insuffisances. Maintenant, bon, il y a quelqu'un qui demandait si le thème, si la question a été répondue, différence ou diversité. Bon, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas une question à laquelle on peut dire, bon, écrivain africain, c'est une différence ou c'est une diversité. Il y a tout un développement qui a été fait. Bon, je demande à la personne, malheureusement, je ne peux pas lire les noms parce qu'il y a un problème de connexion, j'arrive pas à lire les noms. C'est Facebook User qui s'envoie pour tout le monde, qui s'affiche pour tout le monde, donc je ne vois pas qui pose quelle question. Donc, mais la personne pourra suivre le direct, suivre le développement des professeurs et voir comment on a pu aborder la question de la différence et de la diversité. Mais s'il faut y revenir, dire un petit mot pour professeur Pangop, qu'est-ce que vous diriez-vous, s'il fallait y revenir, différence ou diversité? Oui, on peut en très peu de mots résumer en disant les écrivains africains affirment une différence d'identité par rapport aux auteurs d'autres continents, d'autres littératures. Il y a une différence, il y a une marque distinctive de la littérature africaine. Mais de l'autre côté, on a une diversité d'expression, on a une diversité de genres, on a une diversité de positions d'expression, on a une diversité de catégories littéraires, on a une diversité de positionnement dans la chaîne littéraire, dans la chaîne de valeur de la littérature. Donc, diversité, c'est cette multiplicité, cette variabilité d'expression dans des divers genres littéraires, des diverses catégories littéraires et diverses instances, mais différence par rapport aux auteurs, peut-être aux écrivains occidentaux ou orientaux, selon les identités culturelles, selon les réalités vécues et selon les trajectoires historiques. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Oui, professeur Abossolo, et si à la suite, professeur Banga, vous pouviez donner
aussi votre mot sur la question de différence ou diversité. Je vous ai pas très bien suivi, mais je pense que vous me donnez la parole pour mon mot de fin. Non, non, pas le mot de fin directement. Oh, d'accord. Votre mot aussi sur la différence ou la diversité. Oui, en réalité, je crois que le professeur Pangop a tout résumé. C'est la différence, effectivement, elle existe. Elle existe même entre les hommes à partir du moment où on dit qu'on sait que le style, c'est l'homme. Étant donné que chacun a son style, de toutes les façons, on aura toujours ces différences. On aura toujours ces différences entre écrivains d'un même pays, entre écrivains même de continents différents. Mais au niveau de l'Afrique, nous ne pouvons pas encore dire que les voix sont éparses. Nous pensons que, à la lecture de ce que nous voyons, on a encore une certaine communauté littéraire qui est riche dans sa diversité et qu'il faut simplement encadrer et encourager. D'accord. Et je reste avec vous, professeur, pour prendre cette dernière question. Les autres pourront répondre plus tard. Cette question, comment faire pour que l'écrivain africain soit aussi lu ailleurs que nous le lisons, les écrivains occidentaux? En Afrique, on lit beaucoup d'Européens, d'Américains, de Brésiliens, de Suédois. On lit de tout et abondamment. Alors maintenant, comment faire pour que les nôtres aussi, la personne voudrait savoir s'ils sont lus. Bon, là, je préfère passer, mais comment faire pour qu'ils soient autant lus à l'extérieur, si c'est qu'ils ne le sont pas déjà? Ok, très bien. Ce qu'il faut déjà signaler est que c'est un problème de volonté même chez les auteurs, parce qu'on peut faire, il est difficile qu'on fasse un procès aux écrivains ou aux éditeurs aujourd'hui. Je crois qu'il y a quand même un minimum qui est fait pour que les livres soient accessibles. Si vous voyez les livres, le coût des livres en Occident, mais c'est autre chose par rapport à ici. Il y a une certaine démocratisation de l'édition qui fait que les livres soient accessibles. Bon, les promoteurs sont là. Les promoteurs sont là, il y a suffisamment de bibliothèques. Et maintenant, il faut renforcer la chaîne de diffusion du livre. Et je crois que vous êtes dans cette perspective-là. Il faut renforcer la chaîne de diffusion du livre, organiser des rencontres de promotion, de publicité, des rencontres de déstockage des ouvrages pour les mettre à la disposition de tous. Parce que l'on peut penser que, rendez-vous compte, l'Afrique est un continent pauvre. On peut peut-être penser qu'on va se lever et distribuer des livres à tout un chacun, mais ça va être difficile que les lecteurs se rapprochent des bibliothèques, qui s'intéressent aux événements littéraires où il y a des promotions pour accéder aux livres qui sont relativement accessibles à tous maintenant. D'accord. Et je reste avec vous pour votre mot de fin. Oui, pour ça, votre mot de fin. Nous sommes déjà arrivés, pratiquement au thème. Donc, je reste avec vous justement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure pour votre mot de fin. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à l'écrivain africain aujourd'hui pour qu'il soit un peu plus authentique? Bon, pour que l'Africain écrivain soit un peu plus authentique, il faut déjà connaître l'Afrique. Il faut connaître l'Afrique, procéder souvent à un retour aux sources et voir l'Afrique, vivre l'Afrique telle qu'elle l'a, il faut déjà la connaître et garder une certaine fibre nationaliste qui fait qu'on défende les intérêts de l'Afrique. Parce que quand on défend les intérêts de notre continent, on va être de toutes les façons, on va entrer dans l'authenticité, dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos politiques et se donner toujours le pouvoir et d'assumer le pouvoir d'être porte-parole. Parce que même ceux qui ont pris d'autres nationalités, nous, on les considère encore comme des fils africains et du haut de leur audience, du haut de leur sommet, ils devraient écrire des textes qui, d'une façon ou d'une autre, à un certain pourcentage, intègrent les réalités africaines parce que c'est eux nos porte-parole.
Cela dit, je vous remercie. Je sais quels efforts vous faites. Ça n'aura pas été facile. Je sais que vous avez monté beaucoup de choses et vraiment, c'était formidable. Je suis très content de votre travail. Je ne peux que vous féliciter. Hein. Merci, professeur. Professeur Pangop, maintenant, vous pour clôturer avec vous et aussi cette immensité, ce travail que vous faites tout le temps. Quand on parle de culture, le professeur vous sera demandé tout à l'heure à l'écrivain africain d'être cultivé, il a demandé à l'auteur africain de connaître l'Afrique. Vous parlez de cette culture, de cette territorialité. Alors comment on peut un peu plus, ou alors un peu mieux connaître l'Afrique? Un auteur me disait un jour que bon, je suis déjà africain, mon nom est africain, donc mon livre c'est déjà un livre africain, peu importe ce que je mets à l'intérieur. Alors aujourd'hui, cet Africain, déjà, comment on peut mieux le connaître pour un peu mieux l'exprimer? Dans nos cultures, comment on peut mieux les connaître déjà avec tout ce qui se passe à travers le monde, tout ce qui nous bombarde d'esprit à chaque seconde? Je pense qu'il faut déjà ne pas négliger ce qui est le détail de notre quotidien dans nos localités les plus reculées, la vie telle qu'elle se vit dans nos pays, dans nos villages et villes. Narrer, décrire les lieux, narrer, raconter ce qui a été et dire ce qu'on est, voilà ce qui garantit l'authenticité. C'est-à-dire que si nous puisons toujours dans notre substrat culturel, il y a de fortes chances qu'on reste ancré dans notre identité, tout en regardant l'influence que l'autre nous apporte dans la cohabitation pacifique des humains, n'est-ce pas? Et donc, on peut évoluer en ne pas se déconnectant de ce que nous considérons comme nos valeurs qu'on décrirait et qu'on transmettrait de manière intergénérationnelle. Donc voilà quelque chose qui est gage de l'authenticité de l'écriture en Afrique. Cela dit, j'aimerais ajouter pour répondre à la précédente question que aller à la conquête des autres avec notre littérature, c'est d'abord et avant tout avoir ces contenus culturels distinctifs de nous, c'est-à-dire cette authenticité qui reste quand même ouverte à la liberté d'expression, comme nous l'avons déjà souligné tantôt, mais en même temps, et c'est là le nœud gordien, créer des structures qui permettent de faciliter l'accès aux livres africains chez d'autres et même chez nous-mêmes. Et la modalité pratique serait que nous ayons des agences littéraires fortes, n'est-ce pas? Vous êtes les premières agences littéraires, je parle, Redébi sait très bien que les premières agences littéraires commencent au Cameroun très récemment, elle est naissante. Et donc, si nous parvenons à développer des agences littéraires continentales, des agences littéraires qui deviennent des multinationales, on peut avoir l'assurance que la diffusion des livres peut être à échelle planétaire. Et à ce titre, il faut travailler avec l'accompagnement des politiques publiques, avec des organisations internationales, pour que se structurent des agences littéraires fortes sur le continent africain pour pouvoir faire en sorte que la diffusion du livre devienne une diffusion multinationale et donc faire en sorte que le livre africain soit un livre planétairement lu et que cette littérature soit connue des autres. Parce que, voyez-vous, le fait de connaître l'autre dissipe les malentendus interculturels. Dans la diplomatie culturelle, la littérature a une place nodale, n'est-ce pas, dans l'approche des négociations avec les autres. C'est très important que cette littérature-là soit connue des autres. On ne connaît l'âme d'un peuple qu'au travers de sa littérature. On ne connaît le moi profond d'un peuple qu'au travers de sa littérature. C'est pour cela que les autres investissent à connaître la littérature des uns, par des résidences de création, par des prix, etc., pour mieux vous connaître, pour mieux savoir qui vous êtes. Et nous pouvons donc aller vers les autres avec ce que nous sommes,
concrètement, pas par des commandes, pas par des manipulations, non, mais par l'authenticité dans la création. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question-là. Et pour mon mot de fin, je dirais que l'initiative de célébrer les écrivains africains est une initiative à pérenniser et que les rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui soient des rencontres régulières parce que je dois le dire, j'ai pris plaisir dans ces échanges très enrichissantes, très enrichissants. Et puis, je voudrais encourager les auteurs à être à l'écoute de la critique, qui n'est pas forcément une critique qui déteint sur le travail de la création littéraire, mais qui accompagne la création littéraire, qui trace les voies, qui suscite des vocations et donne aussi matière à penser la littérature. Donc, je voudrais vous encourager et vous féliciter pour l'initiative et vous encourager à toujours nous tendre la main pour que notre regard soit contributif de ce qui se fait et de ce qui s'écrit dans l'histoire de la littérature africaine. Merci beaucoup. Merci professeur Pangop, merci professeur Bossolo. C'était pour nous un réel plaisir déjà de vous avoir tous les deux au même endroit, à la même heure. Déjà pour nous, c'est une grande réussite. C'est un sacré pari, oui, qu'on réussit là aussi parce que vous êtes des voix qui permettent à d'autres de comprendre. Moi, je rencontre énormément de professeurs d'ici ou d'ailleurs. Et quand on me demande d'en citer qui soit investi du partage de la littérature, vos noms arrivent toujours, vos noms sont toujours, si j'ai un top 5, vos noms ils sont toujours présents parce que vous n'avez jamais hésité. Vous n'avez jamais hésité, vous avez toujours répondu présent, vous n'avez posé aucune condition. Vous êtes toujours là, chaque fois qu'on vous sollicite pour la littérature, vous êtes présent, vous gérez les déplacements, vous venez vous encadrer les déplacements, ces voyages, vous êtes là, vous donnez de vos personnes. Donc merci encore d'être là, ce qu'on fait pour la littérature est immense, véritablement c'est très immense. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis parce que sans vous, nous ne pourrions pas aller plus loin que cela. Et c'est grâce à vous que nous pouvons réfléchir, grâce à vous que nous pouvons apporter quelque chose à la littérature. Et quand on parle de l'écrivain africain, nous l'avons tous retenu, c'est cette liberté, justement, c'est cette liberté, cette fierté de sa différence qui finalement va faire une diversité avec toute la communauté. Le professeur l'a dit, ce n'est pas une dispersion, mais c'est une union, c'est une fusion de toutes ces énergies. Et avec le professeur pour l'encore rappeler, il faut rentrer au cœur de soi pour trouver cette authenticité qui va faire l'Africain qu'on est déjà, peu importe où l'on va se trouver, et apprendre maintenant aussi du discours qui est celui de l'Afrique et se dire les autres ils ont leur raison de primer qu'ils priment, et l'Afrique aussi a son discours, elle aussi elle peut donner son avis sur les autres littératures. Donc merci encore beaucoup d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour un autre Ça délivre. Merci encore. Excellent dimanche à tous. Merci beaucoup. Merci.